Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Une nouvelle piste s'étant présentée à l'hôpital local, il a été décidé qu'il fallait rapidement interroger l'homme qui aurait échappé à un enlèvement, un certain Derek Lewis, paysagiste. Le St. Mary's Medical Center se trouve en plein centre de Gary. C'est une relique de l'âge d'or de la ville, un grand bâtiment de briques rouges qui a connu gloire puis décadence au cours des 40 dernières années. Il fut un temps où cet hôpital était à la pointe des avancées médicales, mais maintenant il appartient à une société privée et ses dettes ne font qu'augmenter d'année en année. La rumeur veut même que la structure n'ait plus que quelques années à vivre, et cela se ressent. Donc c'est un grand bâtiment en briques rouges, avec plusieurs parkings autour. J'imagine que c'est en voiture que vous y allez. Probablement. Comme tout Américain qui se respecte. Quand vous vous garez dans le parking principal de l'hôpital, Toshizo et Benjamin ne manquent pas de faire une observation qui peut potentiellement les inquiéter. Sur le parking se trouve une camionnette blanche, strictement similaire à celle qui les avait suivis il y a 2 nuits de cela. Du coup, je pense que l'un de nous tape sur l'épaule de l'autre en mode regarde, enfin, et genre, ah, merde. Tous les deux en même temps sur lui. Ouais, double check. On le dit aussitôt à Ida et Harold, quoi. Je propose d'aller voir cette camionnette. Je propose que Harold aille voir la camionnette. Oui, j'allais me proposer en mode un peu plus furtif pour aller me rapprocher de la camionnette et voir s'il y a des passagers, enfin voir ce qu'ils disent. Ça pourrait être intéressant pour nous de nous montrer et de voir si ça réagit au niveau de la camionnette ou ailleurs. Peut-être attendons après que selon ce que va nous dire Harold. Ouais. Voilà. Eh bien, vas-y, notre ninja. Eh ben, Ninjago, comme on dit. Hein. Oh merde. Oh là là. Tu utilises ton pouvoir d'occultation du coup ? Oui. De passage invisible ? Oui. Dans ce cas, tu vas me faire un jet de soif. C'est un échec. La soif d'Harold passe à 2, ce qui veut dire que c'est encore gérable d'un point de vue personnel. C'est simplement le besoin de sang qui commence à se faire sentir. L'idée de la morsure qui se fait très présente à chaque vue d'une victime potentielle. Mais globalement, tu arrives à te contrôler. Tu deviens parfaitement invisible à l'esprit des gens qui entourent votre véhicule. Et quand tu commences à te diriger vers la camionnette, tu es certain que personne qui ne soit doué de facultés surnaturelles n'est en mesure de te voir. Tu arrives à côté de la camionnette et tu commences à observer un petit peu l'intérieur. Il y a l'air d'y avoir personne au volant, personne sur le siège passager. Je me rapproche du coup un peu plus près des vitres pour essayer d'observer l'arrière de la camionnette. À l'arrière de la camionnette, les vitres sont légèrement fumées, mais pas suffisamment pour qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur. Tu peux remarquer que à l'arrière de la camionnette, il y a l'air d'y avoir quelques cartons, des sacs, une sorte de couverture avec un motif camouflage. Il y a l'air d'avoir un petit peu tout un bazar dans cette arrière de camionnette. Mais sans qu'il y ait quelque chose qui attire mon attention particulièrement, enfin, il n'y a pas un objet qui ressort qui pourrait me dire tiens, qu'est-ce que ça fait là ? Tu peux essayer de me faire un jet de astuce plus vigilance avec une difficulté de 5. Astuce, tu as 3. Vigilance, tu as 2. Ça te fait 5 dés. Ah, pas loin. Ah, ça, dommage. Alors, 4 succès. Harold passe un petit peu de temps à la fenêtre, fait un petit peu le tour pour essayer d'avoir un autre point de vue. Il a l'impression qu'à l'intérieur, il y a ce qui ressemble à des boîtes de cartouches. Tu sais, au format militaire, ces espèces de petites boîtes couleur kaki qui servent à stocker des munitions OTAN classiques. 2 boîtes dans un coin, au milieu de tout ce fatras. Est-ce qu'elles sont à moitié ouvertes ? Elles sont closes. Tu n'arrives pas à savoir si elles sont pleines ou pas. De toute façon, j'en saurais pas plus, donc il y a personne dedans. Je vais repartir vers mes collègues, leur expliquer tout ça.
Du coup, quand tu reviens vers les autres, tu as deux possibilités. Soit tu mets fin à ton occultation, et par contre, si tu veux la réutiliser plus tard, il faudra faire un nouveau jet de soif. Soit tu peux décider de jouer un petit peu au souffleur et juste te coller à côté d'un de tes camarades et lui souffler à l'oreille ce que tu veux dire pour qu'il transmette aux autres et maintenir du coup l'illusion pour la majorité. Oui, je vais maintenir l'illusion parce que je pense que ça va pouvoir me resservir incessamment sous peu. Donc, je vais rester dans l'occultation. Donc, je me rapproche. De qui t'approches-tu pour susurrer quelques mots à son oreille? Je pense, du coup, depuis le début, je suis quand même plus proche de Toshizo. Donc, je vais me rapprocher de son oreille. Je pense que ça sera le moins surpris d'entendre ma voix. Alors, qu'est-ce que tu lui dis du coup? Eh bien, donc, je me rapproche de Toshizo et je lui suis sûr. J'ai fait le tour de la voiture, la plaque d'immatriculation et je cite la plaque d'immatriculation qu'on n'a pas citée tout à l'heure. Et ce que j'ai pu remarquer d'inquiétant, en tout cas de préoccupant, c'est il y avait des cartouches dans la voiture. Donc j'interprète, mais je pense véritablement que les occupants de la voiture sont quelque part et armés. Toshizo semble pas particulièrement surpris du retour discret et chuchotant de Harold. Et donc répète aux deux autres, Harold vient de me dire que les occupants de la camionnette ne sont pas là pour le moment. Apparemment, il y a des boîtes de munitions, potentiellement des gens qui sont lourdement armés. Je pense que ces personnes doivent être avec la même cible que nous. Il faudrait qu'on se dépêche et ce qui serait pas mal éventuellement, ce serait de lancer un appel anonyme, je fais des air quotes avec les doigts, pour dire qu'il y a une camionnette suspecte avec des armes sur le parking de l'hôpital. Mais ils vont fermer tout l'hôpital et on pourra pas rentrer dans le... C'est pour ça qu'il faut le faire éventuellement après ou pendant, enfin voilà, c'est peut-être pas forcément une ultra bonne idée, mais... au moment où on part. Dans un premier temps, je pense que ça serait pertinent si Harold continuait à surveiller le véhicule au cas où les propriétaires reviennent. Et trouve un moyen de contacter les personnes à l'intérieur. Oui. Et méfions-nous on est d'accord? Est-ce qu'on a une connaissance minimale, genre la connaissance minimale de tous les Américains des armes à feu? Moi, si j'ai on dit sait en que arme à c'est... feu. Moi aussi d'ailleurs. Moi aussi, j'ai ma licence d'ailleurs. Oui, du moment que vous avez un point en arme à feu, je considère que vous avez à peu près les connaissances globales sur comment fonctionne la législation et comment tu peux avoir ton permis et compagnie. Ok, je demande de décrire les cartouches, parce que sur la boîte, ça doit être dessiné. C'est des balles plutôt de carabine ou de fusil semi-auto ou automatique. Il faut éventuellement surveiller les gens qui ont des vêtements longs, parce que tu caches pas un truc comme ça facilement, quoi. Ou des vêtements épais. Voilà. De toute façon, il semblerait que ça soit le véhicule qui nous ait suivis il y a 2 nuits, donc moi je vais vachement surveiller mes arrières dans l'hôpital pour voir si ma présence a l'air de faire réagir quelqu'un, quoi. Harold, il faudrait que tu nous suives, et on va potentiellement être confronté à eux dans l'hôpital. Donc si tu pouvais donner un grand coup dans le canon si ça nous vise, à un moment donné, ça nous arrangerait beaucoup, quitte à shooter le plafond. Du coup, ça m'arrangera pour que les flics se ramènent. Pas de souci, je réponds, donc je suis sûr à l'oreille de Toshizo que j'ai bien entendu la demande de Benjamin et que sans problème je me tiens discret et toujours dans l'occultation et que au moindre souci j'essaierai d'intervenir le plus rapidement possible. Après, je pense pas qu'on lui tire dessus au milieu de l'hôpital non plus. Est-ce que j'ai un petit couteau, genre un canif ou un truc comme ça? Est-ce que ça te semble pertinent que Benjamin se promène avec un couteau? Un couteau suisse, oui. Un autre couteau, non. Couteau suisse. Un couteau suisse éventuellement, ouais. Mais c'est vraiment le truc bobo pour dire « Hey, regardez, peu importe le problème, j'ai ce qu'il faut. » Je le vois très bien faire ça, je te le dis tout de suite, je le vois très bien faire Donc ça. un couteau suisse, oui. Et après, du coup, un couteau suisse, je te promets, tu coupes pas grand-chose. Hein. Après, ça dépend peut-être du modèle, mais... Je sais pas où je le tends, et je tends vers le vide, parce que je sais pas où est Harold, et je dis, est-ce que ce serait pas une bonne idée que tu crèves les pneus de la camionnette? Je réponds du coup par l'intermédiaire de Toshizo que je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée parce que s'ils sortent de l'hôpital et qu'ils voient que les pneus sont crevés, ça pourrait peut-être les mettre dans une situation conflictuelle et de nous chercher parce que peut-être qu'ils connaissent notre voiture pas loin. Sachant que crever des pneus, c'est peut-être un peu bruyant, non? Ah oui. Ouais, je pense que ça briserait l'occultation d'Harold. Et je pense surtout que le couteau suisse il va se casser avant. Puis oui, avec un couteau suisse... Mais de toute façon, moi j'en suis toujours au stade où je préfère laisser Harold surveiller les camionnettes. Du coup, vous me dites ça, et Benjamin change son idée, quoi. On sait que le van nous a a priori repéré, Benjamin et moi, c'est pas forcément le cas des deux autres. Est-ce que ça serait pertinent,
pour Ida ou pour Harold, de prendre le van en filature qu'on lui repart. Oui, moi je trouve ça assez pertinent, oui. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Le problème, c'est comment on communique les uns les autres, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas de portable ou non. SMS pour vous dire « Eh, j'y vais, ils partent vers tel endroit. Mais des beepers, mais » Ouais, mais il faut un téléphone pour appeler le beeper. c'est ça. Alors, à moins de s'arrêter dans la rue, effectivement, parce qu'il y a des cabines téléphoniques, là, c'est pas très discret, mais on peut. Et c'est juste que dans ce cas-là, il faut qu'on ait un point de rendez-vous pour qu'on se dise, bah alors à telle heure, on doit être à tel endroit, et si on n'y est pas, commencez à vous inquiéter. Donc, on va tous à l'intérieur de l'hôpital où il y en a un qui reste au moins devant, avec le deuxième un peu dans un étage pour qu'il y en ait deux qui interrogent le patient. Et les autres sont dans les lieux en train de rôder, potentiellement armés. Donc, il n'y a personne qui récupère la camionnette blanche sur le parking. Et peut-être qu'on se retrouvera nez à nez avec eux ou pas. Et la deuxième hypothèse, c'est que pendant qu'on est à l'intérieur de l'hôpital, effectivement, eux ressortent, en ayant tué quelqu'un ou pas, on ne sait pas, et partent avec la voiture. Et qu'on les perde. Donc, faire 2 groupes de 2, au moins un groupe de 2, un groupe de 3, pourquoi pas. Mais il faut que dans ce cas-là, on se dise, dans 2 heures, il faut qu'on se donne rendez-vous à tel endroit. Moi, je dis on y va tous et puis c'est tout. Hein, Parce que oui, il y avait la troisième hypothèse possible, qui est qu'on arrive, vous arrivez dans la chambre, le mec il est cané, parce qu'ils l'ont descendu par exemple, ou ils l'ont chopé, et entre-temps ils l'ont foutu dans la voiture, ou ils se sont barrés et ils ont disparu. Moi, j'ai vraiment pas envie de perdre la piste de la camionnette maintenant. Voilà, donc effectivement c'est intéressant de perdre la camionnette, moi je veux bien m'en occuper de la filature, mais il faut se dire que on se donne rendez-vous, au moins qu'on sache jusqu'où va cette camionnette. Se gare peut-être, elle va dans un pavillon pourri et elle se gare et les mecs descendent. Et au moins, on a une adresse avec une maison physique. On sait que c'est à telle adresse de telle rue et on pourra y retourner après ou un autre soir. Pourquoi pas. Et le cas échéant, si tu dois partir en filature, moi je pense que c'est bien qu'Harold t'accompagne en restant dans l'état où il est actuellement. Comme ça, s'il est par exemple assis sur le siège passager à côté de toi, si jamais tu te fais repérer, ils ont l'impression que tu es toute seule, mais en fait non. Exactement, oui. Harold et Ida retournent dans la voiture de celle-ci, un peu plus loin sur le parking, et se mettent à patienter du coup, pour pouvoir éventuellement suivre la camionnette si celle-ci se mettait à partir du coup, si le propriétaire revenait pour partir avec. De l'autre côté, Benjamin et Toshizo se rendent à l'intérieur de l'hôpital. On entre tout de suite dans ce qui semble être une sorte d'accueil assez vaste, avec 2 salles d'attente de part et d'autre de l'entrée, avec en face un grand bureau où se trouvent plusieurs secrétaires médicales qui reçoivent les gens un par un. Visiblement, il y a quand même quelques personnes ce soir qui sont en attente, certaines qui se tiennent déjà dans la salle d'attente avec une compresse sur la tête ou des trucs divers qui justifient leur présence. Concrètement, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant ? Pour ce que j'en sais en connaissant un minimum les lieux, est-ce qu'on va nous dire quelque chose si on tente de rentrer sans rien dire et de se diriger vers la chambre C'est presque certain qu'une des secrétaires va vous interpeller ou que une infirmière va vous demander ce que vous faites là. Vous pouvez pas accéder directement aux chambres. Ok. Il y a un espèce de petit couloir qui part depuis l'accueil, qui va vers l'ascenseur et vers les escaliers, qui nécessite de passer par le bureau. À ce moment-là, j'aimerais bien me diriger vers la secrétaire qui a l'air d'être la plus débordée peut-être et qui prendra le moins de temps à questionner notre raison pour entrer dans l'hôpital. Très bien, du coup, il y a une des secrétaires qui finit par se libérer de la personne dont elle s'occupait et qui crie Suivant !» Je fais un signe de menton à Benjamin pour le dire. Go, on y va. Du coup, je me déplace, je dégaine mon plus beau sourire. Je vous écoute, messieurs. Oui, bonjour, madame, mademoiselle. Physiquement, elle est quoi pour que j'adapte mon truc Physiquement, c'est une petite femme un peu ronde avec des cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle porte des lunettes et elle te regarde d'un air assez neutre. Bonjour, madame. Nous venons d'arriver, nous sommes assez fatigués, nous sommes inquiets. Nous venons voir monsieur Louis. Nous venons de rouler de longues heures afin de le voir. Est-ce que nous pourrions nous entretenir avec lui, savoir s'il va bien ? Je regarde tout de suite. Vous êtes limite au niveau des heures de visite. Normalement, on arrête d'ici 10 minutes. C'est un peu tard pour vous présenter tout de même. Donc, on nous a dit qu'il était dans telle chambre. On vient de Cleveland.
a eu l'info en cours de journée. On est désolé, mais on n'a pas pu être là plus vite. On est désolé, surtout que ça alourdit votre travail, on en a bien conscience et on veut pas vous déranger, madame. Mais vraiment, dès qu'on a eu la nouvelle, on s'est précipité. En plus, on a appris que il avait il avait des soucis à parler et on s'inquiète et on a peur qu'il fasse une bêtise. Donc on s'est dit que voir ses amis au plus vite l'aiderait beaucoup. Tu vas me faire un jet de manipulation plus subterfuge. Est-ce que je peux activer du coup mon pouvoir? Révérence, ça ne fonctionne qu'avec le charisme et la persuasion. Ça ne fonctionne pas avec la manipulation et le subterfuge. Comme c'est Toshizo des deux qui a le plus dans le pool de dés, il a 7 dés, toi tu en as 6. Bon, c'est plutôt le sien qui va être lancé vu que vous faites un travail d'équipe là en fait. Donc il va lancer 8 dés, 7 de ses caractéristiques et 1 de travail d'équipe. Donc 8 dés avec 1 de soif. 5 succès. C'est vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de tant d'efforts pour convaincre une secrétaire d'une information qui est relativement plausible. Elle commence à chercher sur son ordinateur. Elle vous fait épeler le nom de la personne, son prénom. Elle vous dit oui, très bien, oui, monsieur Lewis c'est en salle 236. Est-ce que je pourrais avoir vos noms pour le fichier? Je suis Benoît Alwen. Oula, comment vous écrivez ça? Donc du coup, je donne le Benoît français. Alwen, du coup, A-L-W-E-N. Ça devait pas être facile à porter comme nom. Oh, vous savez, les gens sont compréhensifs. Ah ouais, oui, si vous le dites. Et vous, qui êtes-vous? Kenneth Marshall. Donc, tu utilises ton vrai prénom quand même, du coup? Oui, mais vu que je l'utilise plus normalement. Donc, Kenneth Marshall, d'accord. Ah, ça, c'est un nom bien de chez nous. C'est plus facile à écrire. Après avoir inscrit les noms sur son registre, elle ouvre la main en direction de l'ascenseur et vous dit vous pouvez y aller, c'est donc au 2e étage. Merci madame, vraiment c'est très sympathique. Et dépêchez-vous, hein, les visites sont presque terminées. Du coup, on fait style qu'on est pressé. On l'est un peu en fait au final. Est-ce qu'on peut faire attention aux personnes qui pourraient être dans la catégorie des suspects? Donc, clairement, surveiller nos arrières. Vous pouvez essayer d'être le plus vigilant possible. On verra le cas échéant. Soit je ferai moi-même un jet, soit je vous demanderai d'en faire un. Moi, mon objectif, c'est plus d'essayer de repérer des gens qui réagissent à notre présence. D'accord. Bon, Benjamin, il est focalisé sur les armes. Donc le grand manteau, tout ça. D'accord. Donc on va laisser Benjamin et Toshizo qui montent dans l'ascenseur pour retrouver Ida et Harold. Vous avez surveillé le véhicule là pour les 10 dernières minutes sans voir personne qui tournait autour. Cependant, vous voyez la camionnette qui démarre, Oh, commence à reculer de la place dans laquelle elle était garée et visiblement va partir. oh, tiens donc. Sans qu'on voit personne au volant. Alors, c'est pas sans qu'on voit personne au volant, c'est que vous avez vu personne se rendre au véhicule. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était déjà dans la voiture. Oui. Visiblement, la voiture était habitée. Bon, on va attendre qu'ils avancent un peu et on va démarrer. On va pas allumer les loupiottes tout de suite. Donc, on attend qu'ils démarrent, qu'ils commencent à s'avancer sur le parking. Et au moment où ils sortent du parking, moi, je démarre et je me dirige vers la sortie. Quand vous voyez le véhicule tourner pour se diriger vers la sortie, vous remarquez qu'effectivement, il y a bien une silhouette au volant. C'est pas quelqu'un d'invisible, ou c'est pas une voiture automatisée, en tout cas. C'est pas une Google Car en l'heure. De toute façon, si c'est quelqu'un qui avait eu le même pouvoir que Harold, ça aurait désactivé son pouvoir, non? Normalement, oui, tout à fait. Ok. Alors c'est quelqu'un qui était sous les couvertures, auquel j'ai Oui. pas fait attention. Qui roupillait dans un coin. Le véhicule commence à partir et vous commencez à le suivre. Ida, qui est au volant, va me faire un jet pour essayer de suivre la cadence et parvenir à ne pas se faire peut-être repérer. Ça va être un jet de dextérité plus furtivité, donc ça te fait 4 dés. Tu as 2 en soif. 2 succès. Ida et Harold poursuivent le véhicule, qui ne semble pas rouler à une allure démesurée. Au contraire, il respecte parfaitement les limitations de vitesse en vigueur. C'est même peut-être un peu surprenant. Et vous voyez que le véhicule essaye de se diriger plutôt en bordure de la ville. En tout cas, il se dirige vers la sortie de Gary. Là, vous étiez en plein dans le centre-ville et le véhicule se dirige vers la sortie de la ville. Du côté ouest de la ville, vers les agglomérations qui se trouvent entre Gary et Chicago.
Ok. Bah, on continue discrètement en gardant un peu de distance et en faisant comme si de rien n'était. On retrouve Benjamin et Toshizo qui, eux, viennent d'arriver au 2e étage où se trouve la chambre de la victime qu'ils voulaient voir. Ah, tu fais les bruitages, c'est bien, ça me fait moins de montage. C'est l'ascenseur, bordel, je me demandais. C'est l'ascenseur ou le four à micro-ondes, c'est au choix. Bah, c'est faire un micro-ondes, je pense, de la salle de pause des infirmières. Donc je vous écoute, qu'est-ce que vous faites? On cherche la chambre, mais je pense qu'on est vigilant à ce qui se passe à l'étage. Genre, est-ce que, vu que c'est une personne qui a failli être enlevée, genre, est-ce qu'il y a des flics devant sa porte, etc. Est-ce que il y a des choses notables? Est-ce qu'il y a beaucoup d'agitation? Est-ce que c'est plutôt tranquille? Est-ce que c'est des chambres de repos, un étage de repos, par exemple? C'est un étage où, visiblement, c'est plutôt des chambres individuelles et vous ne voyez pas de policiers ou de vigiles dans le couloir. A priori, si ça avait été une chambre surveillée, il nous aurait demandé un contrôle d'identité plus poussé à l'entrée, j'imagine. Moi, j'essaye de repérer l'escalier de secours. Je le repère sans problème, d'autant plus qu'il y a des plans un peu partout qui indiquent justement les consignes à suivre en cas de problème. Ok. Et du coup, bah, j'imagine qu'on repère sur les murs, tu sais, genre les panneaux 100 à 150, 200, enfin 200 à 210. Oui, tout à fait. Vous avez aucun problème à vous orienter dans l'hôpital. Du coup, bah, on se dirige, si rien ne nous choque, rien ne nous interpelle, on se dirige vers la chambre. Et du coup, on va frapper à la porte. Avant de taper à la porte ou quoi que ce soit, j'aimerais bien essayer d'écouter, voir si j'entends quelque chose. Enfin, en gros, je regarde un peu pour tous les signes qui laisseraient penser qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de la salle, s'il y a de la lumière en dessous de la porte, si j'entends des bruits, si j'entends... Tu te rapproches de la porte pour essayer d'écouter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. T'as pas besoin de faire de jet pour ça. Et t'entends immédiatement des voix, mais aussi ce qui ressemble à des rires enregistrés. Et très vite, tu comprends qu'a priori, la télé doit être allumée. Oui, je considère la possibilité de la télé. Du coup, je frappe à la porte. Donc vous frappez à la porte. Vous entendiez une voix un peu lointaine. Oui. Et du coup, j'entre. Enfin, j'ouvre la porte. Pareil, je suis Toshizo, évidemment. Quand vous entrez dans la chambre, vous trouvez un homme en léger surpoids, installé dans son lit d'hôpital, télécommande à la main. Il regarde la télévision, mais la coupe immédiatement lorsqu'il vous voit entrer et qu'il se rend compte qu'il a de la visite. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses notables, des objets sur qu'on pourrait utiliser pendant un discours sur sa table de nuit? Est-ce que quelqu'un a apporté des fleurs? Alors non, ce qui est le plus notable, c'est surtout son apparence à lui. Bon, il a un visage un peu grossier, des cheveux rasés courts, un menton carré, mais surtout ses avant-bras nus portent encore les ecchymoses causées par les menottes qui lui avaient été mises. Et il a quelques bleus assez marqués ici et là. Visiblement, il a été rudoyé assez vivement. Il vous regarde avec un air un petit peu ahuri, du genre, il sait pas qui vous êtes et il sait pas trop ce que vous faites là. Et du coup, il a l'air d'attendre que vous lui disiez justement ce que vous faites là parce que il sait pas trop quoi attendre de vous. Monsieur Louis, c'est bien vous? Oui, c'est moi, oui. Désolé, on se permet de vous déranger à cette heure. On a appris ce qui vous est arrivé et comme on est dans une situation compliquée nous aussi, on se permet de venir vous voir pour vous demander votre aide et quelques informations à propos de ce qui vous est arrivé, si vous permettez bien sûr. Vous êtes qui au juste? Je m'appelle Benoît et donc du coup je m'approche. Évidemment je chope une chaise sur le côté et je la mets à côté du lit. Je m'assieds et je fais. Je trouve que j'ai un proche qui s'est fait enlever récemment. J'ai signalé sa disparition à la police, mais ils font rien et je suis tellement inquiet que quand j'ai entendu ce qui vous était arrivé, je me suis permis de au moins aller vous voir. Vous savez, l'instinct de protéger ses proches. Benjamin prépare à dos, mais il fait style qu'il est un peu perdu. Il regarde un peu sur les côtés, il regarde un peu le sol, il est embêté, il caresse sa nuque et du coup il ajoute. Je m'exprime mal et je suis désolé, mais en gros. J'ai un proche à qui est arrivé la même chose que vous, même si la personne, elle, s'est fait vraiment enlever. Et du coup, j'espérais que vous pourriez m'aider à trouver quelques indices. Non, je suis désolé pour vos proches. Je vois pas de quoi vous voulez parler. J'ai pas été enlevé, moi. Il vous est arrivé quoi, alors? Non, mais c'est une histoire bête. Je vois pas. C'est bon. J'en ai déjà parlé au médecin. Je vais attendre qu'il m'autorise à sortir et puis j'entre chez moi, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire.
Ok, du coup, je peux activer mon pouvoir déjà pour me rendre plus charismatique. Tu peux essayer d'utiliser prévérence. Je fais vraiment la personne étonnée. Vraiment, pourtant, c'est ce qui avait été dit. Vraiment, je suis vraiment perdu. Et je commence à vraiment avoir la voix chevrotante. Je suis vraiment perdu. C'est une personne qui est très chère pour moi. Et je vous dis pas son nom parce que je veux pas l'impliquer. J'essaye juste d'aider cette personne. Là, j'ai demandé à mon ami de venir et on sait vraiment pas quoi faire. Et vous avez pas entendu parler d'enlèvement? Parce que je suis vraiment démuni, quoi. Alors du coup, le petit numéro de Benjamin, pour ça, tu vas me faire un jet de charisme plus subterfuge, plus du coup son niveau de présence et de puissance de sang. Donc ça fait un total tout de même de 11 dés. 11 dés du coup pour ses larmes de crocodile et sa tentative de manipuler cet homme pour qu'il accepte de se livrer sur la situation. Ça fait 7 succès. Alors c'est un succès exceptionnel. Peut-être même que limite Derek va tendre une main réconfortante vers Benjamin qui s'est assis juste à côté de lui en disant ah, arrêtez, oui, bon, ouais. Écoutez, je vois bien que c'est compliqué pour vous. Oui, bon, oui, des hommes ont essayé de m'enlever. Si je voulais pas en parler, c'est parce que en fait la personne qui m'a sauvé m'a dit de rien dire à personne. Parce que il m'a dit que si j'en parlais, les personnes qui m'ont enlevé pourraient avoir vent de là où je me trouve et pourraient me retrouver. Vous savez, je suis pas la police, je suis personne. Je veux juste savoir. Est-ce que vous pensez que c'est la personne qui vous a sauvé, elle aurait sauvé mon ami? J'en sais strictement rien, je suis désolé. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais au travail, je finissais tard. Je crois que j'ai senti comme une piqûre ou quelque chose comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'étais au fond d'une camionnette, menotté. Il y avait un type avec moi qui était cagoulé, qui m'a un peu secoué pour que je me tienne calme. Parce que forcément, au début, j'ai essayé de me débattre. J'ai essayé de me défaire de mes menottes. J'ai essayé de me faire entendre. Et du coup, il m'a roué de coups pour être sûr que je me taise. Tout ce que j'ai compris, c'est que apparemment, j'étais pas une cible de choix pour eux, mais qu'ils avaient pas eu le choix. J'ai cru comprendre qu'ils voulaient faire quelque chose avec moi, je sais pas trop, mais en tout cas, ils étaient plusieurs, ils parlaient ensemble. À un moment, j'ai pris un coup sur la tête et j'ai reperdu connaissance. C'est un peu plus tard, le véhicule était à l'arrêt. Quelqu'un a crocheté la porte arrière de la camionnette. C'était un homme plutôt grand. Il portait un impair assez long, un chapeau. Il avait un visage très angulé et des yeux verts qui m'ont vraiment marqué pour comment dire, leur humanité en quelque sorte. En off, est-ce que ça pourrait être une description du Nosferatu ou pas? Absolument pas. Parce que il a pas l'air de décrire quelqu'un de difforme. Ok, très bien. Alors qu'Anosferatu est clairement difforme, même en utilisant les pouvoirs d'occultation, ils réduisent seulement le malaise que leur physique provoque. Attendez, une camionnette. Vous parlez d'une camionnette blanche? Non, quand je suis sorti, j'ai bien vu, elle était noire. D'accord. Ah, parce que j'ai l'impression de voir une camionnette blanche qui suit partout, donc. J'en sais rien, ils ont peut-être plusieurs véhicules. En tout cas, le mec m'a tiré de là. Il a ouvert mes menottes, visiblement, et il avait une clé ou un passe-partout, un truc comme ça. Et il m'a traîné dans une rue pas très loin où il m'a dit justement qu'il fallait que je me taise, que je parle pas de tout ça. Sinon, les gens qui m'avaient attrapé et qui voulaient faire des choses avec moi pourraient me retrouver. Et il est reparti. Il avait quoi comme voiture? Il avait une voiture, cet homme? Je sais pas, je l'ai pas vu partir avec une voiture. Vous étiez où C'était c'était pas très loin d'ici. C'était sur la 5e avenue Ouest. Il y a le dossier médical, tu sais, genre les dossiers de pied de lit ou les trucs comme ça dans la chambre. Oui, tout à fait. J'y jette un œil, moi. Bah, là, du fait de tes connaissances médicales, tu peux vite décrypter les quelques informations qui sont marquées dessus. On parle surtout des ecchymoses, des différentes contusions, etc. Et du fait que l'analyse sanguine a montré que un sédatif avait été utilisé sur lui et qu'au moment de son admission, il en restait des traces dans son sang. Vous vous rappelez de la voix qu'avait votre sauveur? C'était un homme
Je saurais pas trop comment décrire une voix, vous savez. Par rapport à la mienne, plus grave, plus aiguë. Si je devais utiliser un mot, ce serait plutôt déterminé. Il avait l'air déterminé. D'accord. Comment vous êtes arrivé ici si vous vous a laissé dans une ruelle? Bah justement, il m'a laissé à un endroit où il y avait du monde. Je suis allé dans le magasin le plus proche et puis on a tout de suite appelé une ambulance pour venir me chercher. D'accord. En tout cas, merci, hein. Ça va vraiment. Je sais pas si ça va m'aider, mais à savoir quelque chose, au moins, ça m'a retiré mon stress. Merci. Vous étiez où quand vous avez été piqué? C'était à Brunswick Park. C'est là-bas que je travaille en ce moment pour la ville. Ok. Vous avez dit quoi, l'hôpital, pour ce qui vous est arrivé, pour être dans cet état-là? Comme m'a conseillé mon sauveur, je leur ai dit que je me rappelais pas, que je savais pas trop ce qui m'était arrivé et tout. Ils ont pas prévenu la police? Aussi, normalement, il y a quelqu'un qui est censé passer, je crois. Vous entendez quelqu'un qui toque sur la porte et qui l'ouvre doucement. C'est un homme à la peau foncée avec un visage plutôt carré et escarpé. Il a des cheveux crépus qui sont coupés courts à la militaire. Ses yeux sont d'un gris inhabituel pour un Afro-Américain. C'est un homme grand et athlétique qui porte un costume gris de prêt-à-porter avec un impair beige. Quand il entre, il s'annonce « Inspecteur Stevens ». Je ne dérange pas, j'espère. Au moment où j'entends la porte qui s'ouvre, je dis content de t'avoir vu du coup, Derek, en espérant que ça va aller mieux. Et moi, je chuchote à Derek. Comme vous voulez pas dire que vous êtes enlevé, dites qu'on est vos amis. Et je dis, je m'appelle Benoît, et puis je donne l'autre nom, Kenneth. Donc je me retourne vers l'inspecteur. Bonsoir monsieur, nous étions sur le point de partir. Bonsoir, officier. Et je me retourne. Je me relève.